Vous êtes à l'écoute de Radio J et on fait ce matin un bond dans l'histoire. C'était en 1923, un des pères fondateurs du sionisme, Vladimir Jabotinsky, publiait un article au titre devenu célèbre, Le mur de fer. Il y exposait sa conception du conflit israélo-arabe élaboré au lendemain des émeutes de 1921 à Jérusalem, auxquelles il avait pris part en tant que témoin actif, ayant organisé notamment l'autodéfense juive au sein de la Haganah. 100 ans plus tard, ses idées sur le sujet demeurent d'une étonnante actualité. Alors je viens de vous lire la 4e de couverture de ce nouvel ouvrage paru aux éditions de l'Éléphant, je crois, Le mur de fer, les Arabes et nous, parution d'un recueil de textes en français de Vladimir Jabotinsky et publié justement par Pierre Lursa. Bonjour Pierre. Bonjour Ilana. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin en studio sur Radio J, enfin à Paris, puisque c'est vrai qu'on est souvent en visio ou par téléphone de Jérusalem. Alors, on peut dire que vous êtes le biographe officiel de Vladimir Jabotinsky en France. C'est un personnage sur lequel vous écrivez en tout cas depuis très longtemps. Oui, je suis surtout le traducteur en français. Voilà, c'est ça. Et j'ai entrepris depuis un an de publier des articles, des textes sur des sujets assez variés qui font découvrir un petit peu, au-delà de sa vie, qui était déjà connue, sa pensée qui est très riche et qui demeure très actuelle sur différents sujets. Et donc là, en fait, j'étais en train de préparer un recueil sur la question ukrainienne. Ouais. Et puis, il y a eu les événements... pour diverses raisons, j'ai décidé que le sujet le mur de fer était encore plus d'actualité que l'Ukraine, en ce qui concerne Israël, évidemment. Donc finalement, j'ai publié ce recueil, Le mur de fer, qui aborde en fait tout simplement la question des rapports entre juifs et arabes. Alors on va en parler justement, le mur de fer. Donc ça fait partie de la bibliothèque sioniste que vous avez lancée. Il y a eu plusieurs livres déjà qui sont sortis. Donc État et religion, question autour de la tradition juive, Vladimir Jabotinsky. La maison de mon père, et également fragment autobiographique de Golda Meir. Pourquoi justement cela? Pourquoi avoir entrepris cette démarche d'une bibliothèque sioniste? Bien parce que je pense que le sionisme reste d'actualité. Il y a encore la moitié du peuple juif qui ne vit pas en Israël. Et puis, les idées des pères fondateurs sont toujours actuelles. Et puis, c'est important à mes yeux de faire découvrir les pères fondateurs d'Israël aux nouvelles générations. Alors, dans ce nouvel ouvrage, Les Arabes et nous, le mur de fer, vous retranscrivez donc des articles en français exposant une vision du conflit israélo-arabe et surtout les solutions que propose Jabotinsky. Il développe notamment donc cette fameuse idée qui suit encore aujourd'hui les responsables israéliens en 2022, cette idée du mur de fer, un mur symbolique, souhaitable et même vital pour un futur État juif. Oui, le mur de fer, effectivement, faut pas l'entendre au sens propre. Ça veut dire tout simplement, ça veut dire la dissuasion. Ça veut dire la capacité de dissuasion. Dans son idée, Israël doit ériger un mur. Donc effectivement, comme vous avez dit, symbolique ou au sens figuré, de telle sorte que les Arabes renoncent à toute velléité de vouloir détruire, de vouloir chasser les Juifs de la terre d'Israël. Donc finalement, c'est ce qu'on appelle la capacité de dissuasion. Effectivement, c'est un des fondements de la politique stratégique d'Israël. Et en même temps, ça n'a pas toujours été, réalisé jusqu'au bout de manière satisfaisante. Si on se réfère à la pensée de Jabotinsky, on peut dire que c'est un petit peu, je dirais, un des principes directeurs de la politique d'Israël, mais on n'est pas arrivé encore à ériger un mur de fer au point que les Arabes renoncent à leur volonté de nous détruire. La preuve, c'est qu'il y a encore des tirs de missiles sur le territoire israélien. Il y a des troubles à l'intérieur même d'Israël. La dissuasion d'Israël, elle existe, bien sûr, mais elle n'est pas encore suffisante. Dans ces articles, à Vladimir Jabotinsky, il y a cette notion d'autochtone, de colonisateur, en évoquant les Juifs nouveaux, les arrivants et les Arabes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui, sachant aujourd'hui l'image péjorative qu'ont ces qualificatifs? Oui, évidemment, il s'exprime dans le vocabulaire de son époque. Moi, j'ai pas voulu le modifier, j'ai pas voulu le censurer. Effectivement, il considère qu'à l'époque, on disait de manière pas du tout péjoratif que les Juifs venaient coloniser la terre d'Israël au sens le plus noble, c'est-à-dire au sens développer un pays qui était totalement désert, dans lequel il y avait certes des habitants, ça il ne le nie pas, il a été un des premiers à le reconnaître, mais les Arabes n'avaient pas fait fructifier la terre d'Israël, il la considérait d'ailleurs comme une province tout à fait secondaire de l'Empire ottoman, et donc c'est la colonisation juive, c'est le sionisme qui va faire d'Israël une terre prospère et une terre habitée, une terre avec beaucoup d'habitants.
Et en même temps, Jabotinsky réfute aussi l'idée que les bienfaits économiques du sionisme feraient renoncer les Arabes à leur volonté de conserver la terre d'Israël pour eux. Donc il est très lucide sur ce point-là, comme sur d'autres. Il dit, c'est pas parce qu'on va apporter des bienfaits économiques que les Arabes vont nous accepter. Une idée qui a toujours été défendue par beaucoup de sionistes et jusqu'à nos jours. On pense à Shimon Peres, par exemple, le nouveau Moyen-Orient. Donc Jabotinsky a toujours compris que le conflit israélo-arabe est un conflit de nature nationale. Et les Arabes ne vont pas renoncer à ce qu'ils considèrent comme leur droit sur la terre d'Israël. Et donc, il y a un conflit entre deux droits. Et donc, tout en reconnaissant le principe de la revendication arabe, Jabotinsky dit tout simplement les droits des Juifs sont plus importants, doivent avoir priorité. Et mais ça, c'est intéressant parce que finalement, aujourd'hui, Vladimir Jabotinsky est considéré comme un sioniste radical, mais il est conscient que les Arabes ne lâcheront pas leurs droits sur la terre d'Israël, que l'éviction d'ailleurs des Arabes d'Israël est impossible. Et d'ailleurs, vous l'écrivez, contrairement aux pacifistes de son temps, Vladimir Jabotinsky avait un profond respect pour les Arabes. Absolument, c'est un des paradoxes de sa pensée, et puis au fait, c'est aussi un des paradoxes de l'image qu'on lui donne encore aujourd'hui, l'image qu'il a dans la postérité, c'est que finalement il avait un profond respect pour la nation arabe, et en même temps il disait on ne doit pas partager la terre d'Israël parce que les droits juifs doivent avoir priorité, comme il expliquait. Les Arabes ont 20 ou je ne sais plus combien de pays à l'époque, enfin, ils parlaient surtout en termes de superficie, pas en termes d'État. Il n'y avait pas beaucoup d'États arabes indépendants à son époque, et il disait en termes de superficie, les Juifs n'ont aucun pays sur la terre, n'ont aucune patrie, et alors que les Arabes ont de multiples pays dans la région. Et puis il faut recontextualiser, puisque la terre d'Israël à l'époque, c'est pas la terre d'Israël telle qu'on la connaît aujourd'hui. Oui, alors c'était ce qu'on appelle aujourd'hui le Grand Israël, c'est juste le quart de la Palestine mandataire. Donc effectivement, il parlait d'Israël sur les deux rives du Jourdain. Alors, c'est intéressant, le mur de fer. On peut penser que cette idée du mur de fer est très intransigeante envers les Arabes. En fait, c'est pas vraiment le cas, parce que Jabotinsky expose aussi de nombreuses solutions pour un bon vivre ensemble, un statut officiel pour la langue arabe, une entière égalité civique, et plus étonnant encore, un juif qui occuperait la fonction de Premier ministre et un arabe qui serait vice-premier ministre et vice-versa. Oui, alors on peut dire qu'il était visionnaire sur ce point-là. On peut dire aussi qu'il était un petit peu trop optimiste. Il y a des gens en Israël d'ailleurs qui considèrent que Jabotinsky était un homme de gauche et qui veulent un petit peu l'annexer. Comme Théodore Herzl aussi d'ailleurs, qui est très optimiste. Oui, alors l'optimisme du 19e siècle chez Théodore Herzl, Jabotinsky est moins optimiste que Herzl. Il est très lucide sur le conflit et en même temps il a encore des idées de son époque et effectivement il est très libéral. C'est quelqu'un d'extrêmement libéral. L'idée d'égalité chez lui est très très développée et donc il considère qu'il devrait y avoir une inégalité absolue au sein du futur État juif qui ne porte pas atteinte au caractère juif de l'État. Donc on est quand même très loin de ce qu'on appelle aujourd'hui l'État de tous ses citoyens et ceux qui veulent l'annexer au camp progressiste, au camp de la gauche en Israël, à mon sens, le déforme totalement. Alors, vous parliez de conflit national. Jabotinsky considère que c'est un conflit national, le conflit israélo-arabe. Il réfute la notion de conflit religieux. Absolument. Il y a un texte que je publie dans ce recueil qui est assez intéressant, dans lequel il dit ce n'est pas un conflit religieux, au sens, en fait, de manière aussi très visionnaire, en disant les Juifs n'ont aucun problème religieux avec les non-juifs. Les Juifs acceptent tout à fait qu'il y ait des non-juifs en terre d'Israël. Il n'y a pas un conflit du judaïsme contre l'islam, il y a un conflit, il y a un refus de... Bon, il parle à une époque où l'islam n'est pas encore très, très présent sur la scène politique internationale, mais en même temps, il est bien conscient que les Arabes s'opposent aux Juifs, parfois avec des arguments religieux, mais il dit, ce sont des prétextes. Lorsqu'ils refusent, par exemple, que les Juifs viennent prier au Kotel, comme c'est arrivé dans les années 20, il y a 100 ans, eh bien, c'est pas pour des raisons religieuses, c'est simplement pour des raisons nationales, et ils utilisent des prétextes religieux. Et pourtant, aujourd'hui, en 2022, quand on voit que les dirigeants du Hamas, du djihad islamique, de l'autorité palestinienne parlent toujours d'Al-Aqsa pour dresser les Arabes contre les Israéliens, il y a cette notion de conflit religieux qui ressort. Bien sûr, mais justement, c'est un très bon exemple parce que le slogan Al-Aqsa en danger, c'est justement le Moufti de Jérusalem qu'il a inventé dans les années 30, un petit peu plus tard, donc toujours à l'époque de Jabotinsky, et qui a utilisé les frères musulmans égyptiens pour un petit peu, je dirais, pour exciter la foule arabe contre Israël, contre le sionisme, contre les juifs de l'époque, en disant les juifs vont profaner la mosquée. Donc c'est un slogan de propagande qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Le message de Vladimir Jabotinsky, en fait, c'est que pour la paix, il faut renoncer à un accord immédiat. C'est-à-dire il faut laisser traîner en fait les choses. C'est quoi exactement l'idée ?
je dirais pas qu'il faut laisser traîner, mais effectivement, il s'oppose à tous les slogans de la paix maintenant, et il s'opposait notamment au cercle du Brit Shalom, qui était un petit peu l'ancêtre de Shalom Arshav de l'époque, les pacifistes de son temps, en disant si nous avons suffisamment si nous sommes prêts à attendre, à être patients, eh bien, en fin de compte, la paix viendra, mais elle n'est pas pour notre génération. Donc c'était un discours à la fois très lucide et en même temps optimiste sur le long terme. Et d'ailleurs, l'histoire lui a donné raison, puisque quand on voit aujourd'hui les accords Abraham, on voit qu'effectivement, la paix arrive, pas du tout du côté où on pouvait l'escompter, mais finalement les Arabes finissent par reconnaître les droits des Juifs sur la terre d'Israël, et pas n'importe quels Arabes, hein, les pays du Golfe, des pays qui sont vraiment musulmans, et donc quelque part Jabotinsky avait raison dans cette prudence, dans cette attitude, je dirais, attentiste et très, très lucide, un petit peu désabusée à certains égards, puisqu'il disait les Arabes pour l'instant ne vont pas nous reconnaître, il faut renoncer à tout espoir d'une paix aujourd'hui si nous voulons un jour parvenir à la paix. Mais aujourd'hui, alors vous l'écrivez, chaque concession israélienne dans les négociations n'a fait que durcir la position arabe. Aujourd'hui, que penserait Jabotinsky des concessions énormes territoriales finalement qu'a fait Israël avec le Sinaï, une partie de la Judée-Samarie, Gaza? Qu'est-ce qu'il en penserait de tout ça, Jabotinsky? Alors, je deviendrais fou. je crois surtout qu'il serait un petit peu, sans doute à la fois très, très heureux de voir ce qu'Israël est devenu, un pays fort, un pays avec plusieurs millions de Juifs, et le rêve auquel il a consacré sa vie s'est réalisé. Et en même temps, effectivement, quand on voit par exemple les missiles du Hamas qui atteignent les villes à l'intérieur d'Israël, on se dit on est très 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 loin du mur de fer. C'est pour ça que je fais cette comparaison mur de fer et dôme d'acier, pour dire le dôme d'acier, c'est pas du tout le mur de fer, c'est le contraire. Ouais. C'est pas la dissuasion, puisque finalement on a installé des ennemis très radicaux aux frontières d'Israël. C'est quand même Israël qui s'est retiré de Gaza, qui s'est retiré du sud Liban. Donc le Hezbollah, le Hamas, c'est un petit peu nous qui avons fait le vide dans lequel ils se sont installés. Et ce sont aujourd'hui les ennemis les plus dangereux d'Israël, avec évidemment l'Iran en arrière-plan. Mais ça peut être difficile à entendre. Donc cette comparaison que vous faites entre le mur de fer, donc Kira Barzel en hébreu, et le dôme de fer, Kippat Barzel, qui arrête les missiles donc lancés depuis Gaza sur le territoire israélien, vous dites ça n'a rien à voir, car loin de protéger Israël sur le long terme, le dôme empêcherait de lutter efficacement contre le terrorisme. Ça peut être compliqué à entendre ça. Oui, parce qu'on s'est habitué à dire c'est très beau. Parce que ça sauve des vies aussi. Bien sûr, ça sauve des vies. Et je ne néglige pas du tout cet aspect-là. Je suis, comme tout Israélien, très très heureux de voir que les vies israéliennes sont épargnées par les prouesses technologiques de Kippat Barzel, du dôme d'acier. Mais en même temps, on n'est pas dans une logique de dissuasion, puisque le Hamas, chaque fois le jour où, chaque matin où un dirigeant du Hamas se réveille et a envie de tirer des missiles sur Israël, il n'en est pas du tout dissuadé.